coup s'annonce d'ores et déjà passionnante. Alors avant d'attaquer, je vais proposer à Zaïm de dire un mot, parce que du coup sans lui cette soirée, c'est grâce à lui que cette soirée a été possible. Et donc du coup, à toi l'honneur pour la petite introduction. Je vais essayer. Monsieur Éric Piolle, maire de Grenoble, Monsieur Renzo Chili, maire honoraire d'Échirolles et vice-président de la métropole, mes collègues élus, mesdames et messieurs, je suis très content de vous voir aussi nombreux ce soir pour soutenir notre ami Ariel Halimi. Il est juif, français, maghrébin et de gauche. Dans l'ordre ou dans le désordre, ce n'est pas une mince affaire. Je le sais, c'est très dur à porter, et surtout de nos jours. Quoique, ça ne l'a jamais été. L'histoire est têtue. Elle est là pour en témoigner. Je laisse la parole à Maître Ariel Halimi pour nous expliquer comment il arrive à gérer tout ça. Merci Zaïm, et encore merci à toi du coup d'avoir été le lien qui a permis tout ça, des liens, je pense qu'on en a besoin plus que jamais dans la période actuelle. Alors pour commencer cet échange, merci effectivement à Ariel Halimi d'avoir pu te rendre disponible et venir dans notre belle capitale des Alpes pour discuter de tout ça. J'aurais envie de commencer par finalement ton livre, puisque tu l'as écrit donc suite au traumatisme du 7 octobre et au drame qui en a suivi et qui suit encore aujourd'hui. Mais on voit bien que le conflit israélo-palestinien ne date pas du 7 octobre, y compris dans sa forme actuelle. Alors finalement, je dirais qu'on a un débat public qui tend à pousser chacun à choisir son camp de manière entre Israéliens et Palestiniens, parfois de manière caricaturale. Quel est finalement ton regard sur tout ça pour entamer l'échange? C'est vaste. D'abord, merci à vous de l'organisation de ce débat, à toi également. Ce n'est pas le premier débat que je fais à Grenoble, j'ai toujours un grand plaisir de venir chez vous. La fois dernière, je parlais des violences policières. Sur un autre ouvrage que j'avais écrit quelques mois avant ce dernier ouvrage qui s'intitule, tu l'as rappelé, Juif, Français, de gauche, peut-être d'ailleurs maghrébin, mais il y a 3 petits points avec une pluralité d'identités, dans le désordre, et qui m'a été demandé, si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de ce livre. Je venais de terminer ce livre sur les violences policières qui me tenait à cœur, parce que ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur la question des violences policières et que je défends les victimes de violences policières. Et d'ailleurs, demain, c'est l'anniversaire des 10 ans de la mort de Rémi Fraisse, tué sur la zone de Sivins par une grenade lancée par un gendarme. Et donc évidemment, j'ai été l'avocat de la famille. Je suis toujours l'avocat de la famille puisque nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous sommes en train d'essayer de faire condamner la France pour plusieurs choses. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur et je n'avais pas pensé que j'allais écrire quelques mois plus tard, en quelques semaines, parce qu'on m'a demandé d'écrire en quelques semaines, un livre sur ce que j'avais ressenti moi en tant que citoyen français, en raison de mes différentes identités, sur ce qui s'est passé le 7 octobre et sur ce qui s'est passé après. Le 7 octobre, un massacre de civils, et par la suite, jusqu'à encore aujourd'hui, et ce qui continue, un massacre terrible de civils palestiniens, maintenant libanais, une horreur sans nom, une aberration de l'histoire. Et comment est-ce qu'on gère ça quand on est en France, par rapport à ces différentes convictions, engagements. Et pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de l'écrire? Tout simplement parce que il y a justement 10 ans, en juillet 2014, mon entrée en politique, j'étais pas du tout militant. J'avais aucun engagement avant ça, j'étais avocat.
et je défendais des personnes, mais j'étais pas militant, et en juillet 2014, j'ai eu à défendre des personnes interpellées dans le cadre d'une émeute à caractère antisémite dans la ville de Sarcelles. Pendant l'opération Bordure Protectrice à Gaza, qui déjà avait connu un grand nombre de morts civiles, 2000 à l'époque, sous des bombardements israéliens. Il se trouve que je suis né à Sarcelles. Et c'est déjà en soi une identité que d'être né à Sarcelles. Pour ceux qui connaissent un peu cette ville, qui est très particulière, quitte un peu le laboratoire de, entre guillemets, le vivre ensemble, même si c'est une conception très galvaudée. Mais c'était vraiment ça, Sarcelles, en fait. En tout cas, quand je l'ai connu, quand j'étais jeune, j'étais dans une famille juive, originaire du Maghreb, puisque mes grands-parents, en tout cas paternels, qui vivaient à Sarcelles, viennent d'Algérie, de Constantine, et qu'ils étaient arrivés en France en 62, au moment de la guerre d'indépendance. Et ils se sont retrouvés à Sarcelles avec d'autres communautés, notamment des communautés algériennes musulmanes ou d'Afrique subsaharienne. Et tout le monde vivait en bonne intelligence, véritablement, c'était pas un mythe. Il y avait une vraie coexistence entre les communautés, et je me souviens, moi, de rencontres en bas du hall d'immeuble, parce que c'est là que ça se passait, la sociabilisation. On se rencontrait avec, j'avais des amis musulmans, et chacun allait pour les fêtes des uns et des autres. Moi, j'allais pour l'Aïd chez des amis pour manger avec la famille. Eux, ils venaient pour Shabbat, pour manger. Puis on avait surtout les mêmes plats, la même graine de couscous. On avait le même miel pour les gâteaux, qui étaient faits de la même manière par nos grands-mères et mères. Et donc, ça se passait correctement, ça se passait même très bien. Et puis, pourquoi, en juillet 2014, il y a eu cette fracturation? Pourquoi une manifestation qui aurait dû avoir lieu, qui a été interdite? Et je pense que là, il y a déjà quelque chose qui peut expliquer une fracturation. Elle a été interdite par un maire qui s'appelle François Pupponi, un maire PS d'ailleurs. Et elle a été interdite par le préfet de l'époque. Et elle a été interdite la veille. Et donc, évidemment, pas de dispositif de maintien de l'ordre. L'organisateur de cette manifestation s'appelle Nabil Koskossi. C'était un ami. On avait à peu près le même âge. On avait vécu la même chose, les mêmes bancs d'école. Et il suit la préfecture qui lui demande de venir à la gare dire à toutes les personnes qui sont déjà là, parce qu'ils n'avaient pas été informés de l'interdiction de la manifestation, que la manifestation est annulée. Il le dit. Et la colère fait que ça vire en émeute, et il y a des magasins juifs qui sont visés. Spécifiquement parce qu'ils sont juifs. Il y a une pharmacie tenue par un propriétaire juif qui est brûlée sur la place de France, sur l'esplanade de Sarcelles, qui est un haut lieu de Sarcelles. Et donc, évidemment, ça crée un bouleversement terrible à Sarcelles, qui n'avait jamais connu un tel épisode de violence, et puis il y a une fracturation et un clivage entre les identités et entre les communautés juives et musulmanes. Donc, il y a une audience qui est prévue le lendemain, avec une comparution immédiate, avec un grand nombre de personnes qui sont interpellées pour avoir commis ces actes. Et moi, on me demande, franchement, je vais vous dire, ce jour-là, j'ai pas compris, je n'ai pas vraiment imaginé ce qui allait se passer après. J'ai défendu 2 personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de l'émeute. En tant qu'avocat, parce que j'avais une robe, et que moi, je ne me posais pas de problème ou de questionnement sur les personnes que je défendais. Le problème, c'est que quand je suis sorti de la salle d'audience, spécifiquement organisée pour ces personnes interpellées dans le cadre de l'émeute à caractère antisémite, je me retrouve devant des caméras, une herse de caméras et de micros, et qui me disent « Maître, comment ça s'est passé? Qu'ont fait vos clients? Est-ce qu'ils ont reconnu les actes à caractère antisémite, etc. etc. » Moi, j'ai répondu parce que j'étais face à eux et que j'ai pas pensé ce qui allait se passer. Les journalistes ne me connaissaient pas, j'avais aucune notoriété à cette époque-là, j'avais pas d'engagement public, etc. Le problème, c'est que ceux qui m'ont regardé le soir au JT, c'était des membres de la communauté juive de Sarcelles, notamment. Et eux n'ont pas compris. Et je peux comprendre qu'ils n'aient pas compris.
je comprends qu'il n'ait pas compris. Pourquoi un jeune juif né à Sarcelles, qui allait à la synagogue de Sarcelles avec son grand-père, qui avait participé à toutes les activités culturelles et culturelles de Sarcelles, défendait les personnes qui avaient commis des actes à caractère antisémite, en tout cas à qui on reprochait d'avoir commis des actes à caractère antisémite. Et moi, personnellement, je ne me posais pas trop cette question, parce que c'était une démarche en tant qu'avocat qui me paraissait naturelle. Sauf qu'eux n'ont pas compris, et évidemment, j'ai subi une forme d'exclusion violente de la communauté. En hébreu, on dit chelem, l'exclusion. Ce que d'autres ont vécu avant, ce que d'autres peuvent vivre ensemble. Et on m'a traité de juif honteux, de traître à ma communauté. Et c'est comme ça que ça a commencé, en réalité, mon entrée dans la vie publique, parce que, au bout d'une semaine, j'en pouvais tellement plus de ces violences, de ces menaces, y compris contre ma famille. À Sarcelles, qui n'avait rien demandé, qui ne comprenait pas pourquoi ça allait leur arriver, j'ai écrit un texte sur le blog de Mediapart, et ce texte, c'était mon premier texte public, a été largement diffusé, ça s'appelait déjà avocat, juif, français, né dans les quartiers populaires, dans le désordre. Voilà comment tout a commencé, et évidemment, la question qui s'est posée il y a 10 ans et qui s'est reposée au 7 octobre, c'était celle du conflit d'identité. Et c'est une question qui s'est posée à tous les juifs de France, mais pas que. Comment on peut être juif de gauche? Comment peut-on encore être juif et de gauche en France après le 7 octobre? Parce que le 7 octobre, c'est un autre moment de bouleversement. Mais peut-être que tu as des questions là-dessus, mais le 7 octobre, c'est un autre moment de bouleversement, parce que moi, je m'étais pleinement engagé dans toutes les causes possibles et imaginables. J'avais été rejeté par la communauté juive de Sarcelles, mais j'avais été accueilli par une autre communauté, de toutes les gauches, les écologistes, les communistes, les féministes, les antifascistes, les décoloniaux, et je m'étais particulièrement engagé dans la cause décoloniale, en réalité. Et donc, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Tahab Ouafs, et que j'ai beaucoup défendu, et qui est le fils de Zaïd, on peut le dire, et que j'aime beaucoup parce que c'est un ami proche. Notre amitié a été interrogée depuis 7 octobre. On s'est pas beaucoup parlé après 7 octobre. Parce que ça a été compliqué. Et je pense que ça a été très compliqué pour beaucoup de gens, et j'ai d'ailleurs eu des témoignages après la sortie du livre de personnes qui me disaient on a connu des fractures dans nos familles, dans notre intimité. Il y a eu des couples qui se sont séparés, des couples militants. Il y a eu des amitiés qui ont été extrêmement affectées. Et il y a eu un clivage, vous l'avez vu, c'est pas quelque chose qu'on invente, on le ressent tous dans notre chair. C'est une fracture intime quand on est de gauche. Et bien, voilà, ce 7 octobre, moi j'ai senti quand même une sorte de douleur quand j'ai vu certains communiqués de presse qui avaient été émis par des compagnons avec qui j'avais milité, que j'avais défendu, et qui me semblaient pas à la hauteur de la nécessaire humanité quand on voit 800 à 1200 personnes assassinées dans des conditions atroces, avec des films, et je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et j'ai considéré que moi, mes valeurs impliquaient que, quels que soient les engagements qu'on peut avoir, viser des civils, tuer volontairement des civils n'était pas admissible. Et puis après, évidemment, j'ai dit que tuer des civils palestiniens et les actes atroces, meurtriers, ce risque plausible de génocide dont la Cour internationale de justice parle et affirme, n'est pas admissible. Mais de la même manière, viser des civils et justifier la mort de civils est inadmissible compte tenu de nos engagements de fraternité et d'internationalisme. Voilà, en gros, pour résumer le début de cette réflexion. Alors merci. Du coup, moi, ce que ça m'inspire finalement, c'est peut-être la nécessité de prendre de la hauteur sur toute cette situation. Il y a un terme, un mouvement dont on entend beaucoup parler, c'est la question du sionisme, depuis le 7 octobre, parce que finalement, cette question d'Israël-Palestine est revenue dans le débat public de manière dramatique. Mais du coup, on a souvent des caricatures, souvent beaucoup de discours simplistes sur le sujet, d'un mouvement qui finalement a une histoire très ambivalente,
Et c'est vrai qu'on a pu t'entendre sur d'autres supports revenir un petit peu sur cette histoire. Je pense qu'on en a besoin pour justement comprendre la complexité de tout ça. Est-ce que finalement tu peux nous retracer un petit peu cette histoire-là de ton point de vue de militant, de tout ce que tu es quelque part? Alors oui, mais c'est pas forcément du tout pour faire une apologie du sionisme, loin s'en faut. Mais pour expliquer qu'il y a des mots, en fait, l'un des problèmes qui fracture au sein des gauches aujourd'hui, c'est pas le soutien à la cause palestinienne, il est nécessaire, légitime, naturel quand on est à gauche. Il est partie intégrante de nos engagements de gauche. La question, c'est quels sont les discours qu'on utilise? Quels sont les mots qu'on utilise? Pourquoi? Est-ce qu'on peut exprimer une colère absolue et utiliser des mots qui peuvent heurter une partie de la communauté française, à savoir les juifs français? C'est ça la grosse question. Et en fait, je crois qu'il y a une erreur fondamentale qui a été faite parce qu'il y a une méconnaissance du sujet. Il y a une méconnaissance des mots. On utilise des mots, tous et toutes, sionisme, antisionisme, antisémitisme, juif, sans forcément savoir ce que ces mots signifient. Et chacun a une définition spécifique de ces mots. Et cette définition que moi je peux avoir et qu'un autre peut avoir, c'est pas forcément la même. Et tant qu'on utilise des mots qui n'ont pas la même définition dans nos esprits respectifs, eh ben, il n'y a pas la même langue. Et donc, quand il n'y a pas la même langue, il n'y a pas de dialogue possible. Et il y a une incompréhension je crois que c'est l'une des raisons de la fracturation aujourd'hui, au sein des gauches, mais au sein de la société française également. Il y en a plein des raisons. Il y a aussi les intérêts politiques, plein de choses. Mais l'une des raisons, c'est qu'on utilise les mêmes mots avec des significations différentes et donc on ne parle pas la même langue. Et donc la nécessité, c'est de comprendre ce que signifient ces mots et déployer les mots dans leur élaboration historique. Parce qu'en fait, tous ces mots, ils ont une histoire. Et elle est importante, elle est très longue. Le mot juif a une histoire. Le mot antisémitisme a une histoire. Le mot antisionisme a une histoire. Le mot antisionisme a une histoire. Et si on ne sait pas de quoi on parle, ou si on sait de quoi on parle, mais si on ne comprend pas qu'il y a une pluralité de définitions à ces mots, et que cette pluralité de définitions, elle dépend de l'évolution historique, eh ben on n'arrive pas à s'entendre. Donc, pour répondre précisément à ta question, l'un de ces mots que j'ai essayé de définir, rapidement, parce que je n'étais pas un spécialiste du sionisme, même si je suis né dans cette identité. J'ai eu une évolution dans cette identité. Personnellement, pourquoi? Parce que je suis né, j'ai eu une connaissance et j'ai appréhendé mon identité juive à travers les fêtes de famille, à la synagogue, dans les repas de famille, avec les prières, quand j'allumais les bougies. Ça, c'est mon identité juive qui s'est structurée de la même manière que l'identité musulmane se structure d'abord avec la famille, avec les fêtes, avec les prières éventuellement. On a une structuration de cette identité qui n'est pas religieuse d'ailleurs. Je commence par le juif peut-être. Juif, ça n'est pas qu'une religion. L'un des problèmes en France, c'est que beaucoup pensent que être juif, ça n'est qu'une religion. Alors que pas du tout. Il y a des juifs, beaucoup de juifs, qui s'estiment et qui se considèrent comme juifs, mais qui ne se disent pas religieux, et qui ne croient pas en Dieu. C'est mon cas. Je suis athée. Et pourtant, je mange cachère. Donc, vous voyez, l'appréhension de son identité, culturelle ou culturelle, elle est multiple. Et juif, dans l'histoire, juif ne signifie pas forcément être un adepte du culte du judaïsme ou de croire en Dieu et d'avoir une religion. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus large. Donc, le sionisme, c'est quoi? Pourquoi j'en parle? Parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, une insulte. Quand on voit sur les réseaux sociaux, mais condamner ce que peut être l'idéologie sioniste telle qu'elle s'exprime de manière macabre en Palestine et au Liban aujourd'hui, c'est une chose. Savoir ce que cela signifie et le lien que peuvent avoir les Juifs de France, c'est ça la question. Quel est le lien des Juifs de France avec Israël? Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien et on considère que Juifs et Israël, c'est deux choses distinctes.
Et donc, on dit, quand on s'exprime contre Israël, eh ben, on ne s'exprime pas contre les Juifs et on n'est pas forcément antisémite. Sauf que, en fait, il faut comprendre la construction du judaïsme français et elle avait beaucoup évolué, notamment depuis 1967. Et je vais y revenir. Je reviens sur le sionisme. Le sionisme, au départ, c'est plein de choses. Mais c'est d'abord un mouvement qui naît au moment de l'affaire Dreyfus. C'est une histoire française, le sionisme, figurez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Theodor Herzl, qui va assister à la dégradation du capitaine d'abord, devenu colonel après, du capitaine Dreyfus, parce que juif, par un État français antisémite, avec une fracturation, comme aujourd'hui, une fracturation de la France entre une partie qui est fièrement antisémite, et l'antisémitisme à l'époque, c'est quelque chose qui est revendiqué. Il y avait une majorité de Français antisémites qui venaient de la judéophobie chrétienne, qui considéraient que les Juifs avaient été le peuple déicide et le peuple traître. Et puis ça s'est transformé en antisémitisme politique. Et là, effectivement, il y a eu une transformation de la judéophobie vers l'antisémitisme en 1898, au moment de l'affaire, un petit peu 1895, ça a commencé. La France était majoritairement antisémite. Et elle assumait de l'être. Et c'était une fierté que de l'être. Et d'où cette fracturation entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et donc, vous voyez, tout est mêlé. Je ne peux pas parler du sionisme sans parler de l'antisémitisme et sans parler de l'histoire de France, parce que c'est aussi né ici. Le mot antisémitisme, pour faire un petit... vous savez d'où vient le mot antisémitisme ? Alors, tout à l'heure, on en parlait avec... Sémite, c'est une langue. C'est une langue sémitique. Ça définit pas forcément les Hébreux ou les musulmans, c'est pas du tout ça. Ou les Arabes, c'est pas du tout ça en fait. Il n'y avait pas de peuple sémite. Ça n'a jamais existé. En revanche, il y avait une langue sémitique, ou des langues sémitiques, d'une région ou du monde. En revanche, le mot antisémitisme, il est né en Allemagne. Et il est né à l'extrême gauche. Et c'est le mot antisémitismus, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Marr, qui est un député d'extrême gauche, et qui va créer la Ligue antisémite, qui avait déjà pour vocation de renvoyer tous les juifs d'Allemagne et d'Europe à Sion, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à faire en Europe. Donc vous voyez, il y a une histoire de l'antisémitisme, y compris à gauche et y compris à l'extrême gauche. Il n'y a pas que l'extrême droite qui est antisémite. Évidemment, l'extrême droite est structurellement antisémite. Mais vous avez cette histoire d'antisémitisme à l'extrême gauche. Et qu'est-ce qui se passe avec cet antisémitisme ? Pour revenir sur l'histoire du mot antisémitisme, on a Dreyfus, on a Theodor Herzl, j'ai fait quelques digressions, mais c'était important d'en passer par là, qui dit voilà, les Juifs ont toujours été opprimés. Ils ont subi des pogroms. En Europe, en Russie, en Pologne, ils subissent des pogroms en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont visés en tant que juifs comme groupe juif, ils sont assassinés en permanence. En France, il y a eu des pogroms, il y a eu des exclusions et des expulsions des juifs à travers toute l'histoire du Moyen-Âge. Ils étaient tirés de France et ils étaient finalement quelquefois rappelés parce qu'il y avait un jeu des rois de France avec les nations juives à l'époque, parce qu'ils avaient été relégués dans des métiers de finance et d'usure, et tous les autres métiers leur étaient interdits. C'est né aussi de ça, l'image du juif avare, du juif radin, du juif d'argent, du juif qui manie l'argent. C'est une histoire qu'on leur a imposée. Mais pas qu'en France d'ailleurs. Toujours est-il que Herzl, c'est un pragmatique. Le sionisme, il avait commencé un petit peu à exister d'un point de vue dialectique et théorique avec les Allemands de Sion, c'est Pinsker, qui justement avait pour vocation de trouver un endroit, il ne savait pas encore vraiment quel endroit, où les Juifs pourraient trouver un endroit où être protégés de l'oppression millénaire qu'ils vivaient. L'Inquisition en Espagne, et d'autres ailleurs. C'était une idée, et puis il y a eu un congrès à Bâle, en 1898, justement. 97. 97, pardon.
Il y a eu un congrès à Bâle qui a réuni alors une pluralité de visions du sionisme. Il y avait même le sionisme de Martin Buber, un philosophe allemand, qui ressemble qui est très proche d'aujourd'hui des revendications du mouvement de solidarité pour la Palestine, franchement. Puisqu'il disait à l'époque, il faut un foyer juif. Le foyer juif, c'est pas un État déjà. Hein. C'est deux choses différentes. Donc, l'origine théorique du sionisme, c'était pas du tout un État juif, c'était un foyer juif. Après, Herzl a parlé d'un État juif dans Der Judenstaat, qui est son ouvrage sur l'idée d'un État juif. Mais Martin Buber, il écrit un autre ouvrage, et il va écrire « Il nous faut une nation de travailleurs ». Il était socialiste. Et le sionisme, majoritairement, était une idéologie socialiste, marxiste, qui avait pour vocation d'internationaliser, de permettre la réunion des juifs opprimés dans le monde, qu'ils considéraient comme des damnés de la terre, et effectivement, beaucoup étaient des damnés de la terre, à un endroit où ils pourraient aller. L'idée de Sion, évidemment, elle était historique, mais elle n'était pas partagée par tout le monde. Il y a eu d'autres options pour le sionisme. En Ouganda, ou ailleurs. Toujours est-il que le compromis politique qui se fait entre ce qu'on appelle les révisionnistes, c'est-à-dire les durs, ceux de Jabotinsky, les nationalistes, et d'autres, c'est un compromis assez pragmatique qui correspond à celui de Herzl, et qui consiste à dire, on nous faut un foyer juif, on choisit Jérusalem et la Palestine, où on pourra envoyer quelques juifs, pour pouvoir avoir un foyer où ils pourront être protégés. Et Buber dit, travailler avec les travailleurs arabes, ensemble, et créer un État binational. Donc vous voyez, ce qui est assez fascinant, c'est que l'une des options du sionisme de l'époque, c'est l'option aujourd'hui qui est préconisée par une grande partie du mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est-à-dire un État binational permettant aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre ensemble, dans une nation, dans un État, en tout cas, qui pourrait avoir, qui ne serait pas discriminatoire comme il l'est aujourd'hui, où il ne régnerait pas un apartheid comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, juste pour vous dire cette histoire, et puis après, évidemment, des premiers foyers, des premières colonisations. Le sionisme, dès l'époque, est un mouvement de colonisation, de peuplement, ça il faut le dire. C'est l'option de l'époque, et d'ailleurs, ça correspond à l'idéologie de l'époque, à savoir que on est au XIXe siècle, et évidemment, la colonisation était une idéologie. Et d'où elle vient, cette idéologie? Il faut le dire aussi, parce qu'il faut se regarder un petit peu. Hein. Elle vient aussi de l'humanisme. Hein. Elle vient des intellectuels français et d'ailleurs, qui disent on va apporter l'humanisme, l'universalisme et la bonne parole au peuple barbare, civilisé, la civilisation. Donc il faut aussi qu'on se regarde, nous, un petit peu dans notre histoire, sur d'où vient la colonisation. C'est évidemment un mouvement capitaliste et impérialiste, et Hannah Arendt le rappellera, bien évidemment. Mais elle vient de l'humanisme. C'est tout ça. Mais c'est aussi un mouvement d'autodétermination. Et ça, on l'oublie un peu rapidement. Au même titre que tous les mouvements d'autodétermination qui commencent aussi à cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez un peuple juif, et la question de l'idée de peuple est discutée. Hein. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Est-ce que c'est un peuple ou pas? Moi, je considère que c'est un peuple à partir du moment où il y a une pluralité de personnes dans le monde entier qui partagent une culture commune. C'est le cas. Et donc, on peut avoir des discussions sur la langue, sur le territoire, sur l'origine, sur les migrations, sur les conversions, sur d'où ils viennent. Moi, à partir du moment où il y a une pluralité de communautés dans le monde entier qui ont une culture commune, je considère qu'il y a un peuple. C'est une vision assez pragmatique, c'est celle de pas mal de penseurs. Mais toujours est-il que, dès le début, ce mouvement est un mouvement à la fois de colonisation de peuplement et d'autodétermination pour le peuple juif à travers le monde. Est-ce qu'on peut nier l'une et l'autre des composantes? Certains, oui, les sionistes religieux considèrent que ce n'est pas un mouvement de colonisation et qu'ils reviennent là où ils ont été, de manière biblique, 2000 ans auparavant. D'autres considèrent que ce n'est pas un mouvement d'autodétermination parce que les Juifs n'étaient pas là. Et que ce n'est pas un mouvement d'autodétermination sur un peuple qui leur appartenait. Alors d'abord, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a toujours eu des Juifs à Jérusalem. Il y a eu un Yishus, ce qu'on appelle un Yishus, c'est un foyer, qui était très faible.
C'était le Nil. D'ailleurs, c'est un Yishuv qui a rejeté les Juifs qui essayaient de venir, comme les Juifs yéménites ou les Juifs russes qui fuyaient l'oppression ou la famine. Donc, vous dire que, voilà, il n'y a pas de conscience nationale. Mais pour résumer, après le sionisme, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de morts. Et donc, les survivants, beaucoup de survivants, ils sont allés. Et au départ, c'était une idéologie socialiste qui a aussi servi de prétexte à une idéologie nationaliste, indéniablement. Et Zéev Sternel le dit bien. Mais, et après, il est devenu ce qui est arrivé, c'est-à-dire des guerres. 1947, la déclaration d'indépendance par l'ONU, avec des protectorats et des nations mandataires comme la Grande-Bretagne qui n'ont pas aidé du tout, et qui ont laissé le bordel, et qui ont laissé l'ONU de l'époque faire une déclaration avec une déclaration de partage, mais qui évidemment ne pouvait pas plaire aux Palestiniens, puisqu'ils avaient moins que les Israéliens. Et donc, vous avez la guerre de 48, vous avez la Nakba, 760 000 personnes expulsées, dont on a aidé l'expulsion de manière opportuniste au moment de la guerre, et qui est une forme d'épuration ethnique. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est ça, la qualification. Vous avez les camps de réfugiés, et puis vous avez les guerres successives jusqu'en 67. Voilà pour résumer ce que peut être... et puis aujourd'hui, le sionisme, c'est plein de choses. Moi, je considère, juste une petite anecdote rapide. Moi, quelle est mon histoire avec le sionisme? Parce que, en fait, l'histoire que je viens de vous dire avec un grand H, c'est pas forcément l'histoire personnelle des Juifs français. Moi, mon histoire avec le sionisme, c'est l'histoire d'un gamin qu'on met dans un mouvement juif sioniste qui s'appelait la Bolindrop, il y en a plusieurs, qui est un mouvement traloutsik et kibbutznik qui considérait qu'il fallait instaurer le socialisme de l'époque en Israël dans les kibbutz, qui étaient des expériences de socialisme avec l'absence de propriété où tout le monde pouvait vivre. Peu importe. J'ai découvert le socialisme avec le sionisme, pour tout vous dire. Très jeune. Et donc j'ai été formé là-dedans. Et j'ai même été formé pour aller vivre en Israël, puisque c'était l'objectif de cette association. C'est un peu l'équivalent de la JOC, pour donner une équivalence rapide. Et puis, jeune, donc, ma vocation, mon futur, ne pouvait être que là-bas, comme un nouveau juif. Non plus le juif français que j'étais, mais un juif israélien. Et donc, j'allais tous les ans, j'ai une histoire là-bas, puisque je partais en famille, j'avais une grande partie de ma famille qui avait été là-bas, qui habitait là-bas depuis le départ de Tunisie et d'Algérie, parce que certains sont allés en France, d'autres sont allés en Israël. Et donc, j'avais aussi une identité. Cette identité, elle est née aussi de toutes les vacances que je passais là-bas. Et jeune étudiant, j'allais 4 mois par an en Israël, à Jérusalem, pour préparer mon éventuel alia, ce qu'on appelle l'alia, c'est-à-dire la montée vers Israël et devenir un juif israélien. C'est une petite interlude. Et puis, il m'est arrivé une chose assez improbable, ce sont ces moments d'irrévocables qui fait que je suis à Jérusalem, et le samedi, c'est Shabbat. Tout est fermé, les magasins juifs sont fermés. J'avais pris l'habitude d'aller dans l'endroit que je préférais à Jérusalem, c'était dans le Chouk, dans la vieille ville, et j'avais trouvé un café avec une belle lumière derrière la porte de Damas. Je m'installais là-bas, je buvais du café à la cardamone, du thé, et je lisais, et puis j'ai rencontré le propriétaire de ce café, qui était un Palestinien, avec un statut très particulier, parce que les Palestiniens de Jérusalem ont un statut de résident. Ce ne sont pas comme les Palestiniens israéliens qui ont à la fois la nationalité et la citoyenneté, qui ont la nationalité, la citoyenneté israélienne et la nationalité musulmane, parce que c'est pas la même chose qu'en France. Les juifs israéliens, il y a une dissociation entre la nationalité et la citoyenneté, pour résumer. Et la nationalité, elle est religieuse. Sur votre carte d'identité, vous avez israélien, juif. Israéliens, musulmans. Les Israéliens musulmans, eux, se considèrent comme palestiniens, ils le sont. Mais sur la carte d'identité, ils ont Israéliens musulmans.
Et donc, je rencontre Hadil, qui est le propriétaire du café. Et lui, il n'est pas du tout israélien, puisque les Palestiniens de Jérusalem ont un statut de résident et n'ont pas du tout la citoyenneté israélienne. C'est un statut à part depuis 1967, puisque Jérusalem-Est avait été annexé par Israël au moment de la guerre de 1967. Et on parle. Et c'est la première fois, véritablement, que je rencontre un Palestinien, et on discute. Et on discute tous les samedis. Et on joue aux échecs ensemble. Et je découvre la réalité palestinienne. Et cette réalité palestinienne m'apparaît dans toute son horreur, pour résumer. C'est-à-dire la discrimination permanente, le fait d'être génération après génération de cette terre et de ne pas être considéré comme étant de cette terre. Parce que, évidemment, quand on n'est que résident, on n'est pas. On n'est que résident. Et donc, je découvre la réalité palestinienne, et en fait, il y a beaucoup de choses qui se fissurent dans mon regard et dans l'identité que je m'étais faite, une identité fictive d'Israélien futur. Tout se fracture. Et puis je découvre progressivement, parce que quand ça commence à se fracturer, vous découvrez toutes les réalités. La réalité israélienne elle-même, qui est une réalité d'inégalité profonde entre les Israéliens eux-mêmes, de discrimination entre les Ashkénazes et les Séfarades depuis toujours. Les Séfarades étaient arrivés progressivement, ce qu'on appelle les Mizrahim, en Israël, et avaient été discriminés, parqués dans des camps. Je découvre toute cette réalité de discrimination et de racisme, y compris à l'égard des Juifs orientaux. Et je découvre une société capitaliste également, ultra-capitaliste, sur le modèle américain. Je découvre tout ça, il y a tout qui se fracture. Pourquoi ? Parce que je suis juif, mais d'abord français. Et que je suis né et biberonné à l'universalisme. Pas n'importe quel universalisme. Je fais bien une distinction entre l'universalisme théorique et l'universalisme réel. D'ailleurs, ça, je l'apprends parce que je suis en fac de droit. Et que j'apprends le principe d'égalité. Et que la réalité française, ma culture et mon identité française se conflictent, vient en opposition radicale avec ce que je découvre de la réalité israélienne et de mon identité que j'étais en train de me forger. Et je me rends compte qu'en fait, elles sont incompatibles. Qu'il m'est impossible, avec ma culture de juif français, et de juif aussi, parce que dans le judaïsme, il y a toutes ces valeurs d'universalisme, dès l'origine. Et donc je suis né avec ça. Et ça fait partie de mon identité, et elle est incompatible avec l'identité que j'aurais pu avoir d'Israélien, compte tenu de la réalité palestinienne, notamment, mais pas que. Et donc je décide de renoncer à mon identité sioniste, pour résumer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai renoncé au lien que j'avais avec ce pays, avec ce peuple, avec tout le monde, y compris avec Hadil et avec tous les Palestiniens que j'ai rencontrés par la suite, avec leur vie. Et en fait, pour résumer et pour finir, les Juifs français n'ont pas forcément eu tous le même parcours que moi. Ils n'ont pas tous été à la bonne ligne droite, ils ne sont pas tous renoncés au sionisme. L'identité juive française, elle est née au moment de la Révolution française. À un moment où les Juifs n'avaient pas vraiment le droit de citer, n'étaient pas considérés comme des sujets du roi. Et au moment de la Révolution française, on leur a dit que vous allez être comme tout le monde, comme tous les citoyens, à égalité, mais il faut, c'est la grande phrase, c'est une grande phrase qui dit qu'en gros, on donne tout aux Juifs comme citoyens français, rien comme nation juive, pour résumer. Et on leur a demandé de renoncer, ou en tout cas de mettre derrière eux totalement leur culture juive et leur identité juive, leur religion à l'époque. Et cette histoire, c'est l'histoire du judaïsme français. C'est une histoire d'abnégation d'une culture pour s'assimiler totalement dans le creuset de la citoyenneté française. En plus encore que les autres. Parce qu'il y avait un regard antisémite, je vous l'ai dit, il s'est jamais terminé. Il arrive au moment de Dreyfus, qui est une fracture entre les tenants de la République et ceux qui sont contre la République. Parce que c'était aussi ça, l'histoire de Dreyfus. Et on leur a toujours dit, vous pouvez être français comme tout le monde, et à chaque fois on leur rappelle qu'en fait ils ne sont pas des Français comme tout le monde.
au moment de Dreyfus, au moment de Vichy. On leur rappelle qu'ils sont juifs même s'ils ne le savent pas eux-mêmes. Parce que les lois de Vichy vont être pratiquement celles d'Allemagne, et va considérer que est juif celui qui a un grand-père juif alors qu'il ne le sait pas lui-même. Et on va lui appliquer un statut de discrimination. Et puis progressivement, on va les déporter. Donc voilà ce que c'est que le judaïsme français à cette époque-là. Il y a un nouveau judaïsme français qui va naître avec l'arrivée des juifs séfarades, du Maghreb, dont je suis. C'est une autre histoire du judaïsme français. C'est une histoire qui est liée... c'est d'abord une histoire du Maghreb, en fait. Parce que les juifs, en fait, ils n'étaient pas français d'abord en Algérie, par exemple. Ils sont devenus français, on leur a imposé d'être français. Au moment du décret Crémieux. Crémieux, qui était un député juif français, a considéré qu'il était préférable pour les juifs algériens de devenir français, et donc il leur a accordé, il leur a pas accordé, il leur a imposé. D'ailleurs, il y avait eu un autre décret, quelques années plus tôt, toujours de Crémieux, sauf Mata, où on avait donné l'option, et pratiquement aucun juif algérien n'avait opté pour la citoyenneté française. Aucun. Donc, vous dire que les juifs algériens se sentaient algériens et maghrébins, c'est une réalité. Et donc, c'est aussi une fracture d'identité, l'histoire des juifs algériens. Puis les juifs tunisiens. Bon, ma mère, elle est tunisienne, elle est partie de Tunisie enfant avec ses parents parce que le magasin de ses parents a été brûlé 2 fois au moment des événements de 67, ou un petit peu avant. C'était des incendies antisémites. Et donc, ils ne se sont plus sentis chez eux. Mais ils étaient tunisiens, ils n'étaient pas français. Hein. Et donc, ils sont venus en France. Mais juste pour vous dire que, oui, l'histoire des Juifs maghrébins qui est devenue l'histoire majeure, une histoire importante du judaïsme français, quand ils sont arrivés en France, c'est aussi une histoire de la fracture avec les musulmans. Parce que ils se sont sentis rejetés. Alors oui, la France a beaucoup aidé. Mais le fait qu'il y ait une fracturation, notamment liée à Israël et aux guerres israélo-arabes, entre les Juifs du Maghreb et les musulmans du Maghreb, a structuré la relation des Juifs et des musulmans et des Arabes en France, par la suite. Et donc, oui, évidemment, aujourd'hui, ces histoires-là, l'histoire du judaïsme français, c'est une histoire de ces Juifs maghrébins qui, progressivement, surtout en 67, à partir de 67, notamment au moment de la phrase de De Gaulle, quand De Gaulle va dire « ce peuple sûr de lui est dominateur ». Raymond Aron, qui était un homme de droite, mais qui n'a pas dit des conneries, va dire, à partir de ce moment, à partir de 67, à partir de cette phrase de Gaulle, il va écrire un livre là-dessus. De Gaulle, les Juifs et Israël. Il va dire, cette phrase est terrible parce qu'elle va créer une nouvelle histoire du judaïsme français et une nouvelle histoire de l'antisémitisme également. Et il avait raison. Parce que, à partir de ce moment-là, De Gaulle, en parlant de peuple sûr de lui, s'agissant de tous les Juifs, israéliens et français, il a créé un lien d'identité et évidemment il a créé un nouveau judaïsme français et c'est ce judaïsme français que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec Israël. Comme moi j'ai un lien avec Israël parce que j'ai passé ma vie là-bas. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Pour finir, parce que si on ne sait pas tout ça, si on ne comprend pas tout ça, si on croit que juifs et israéliens, juifs français et israéliens c'est deux choses radicalement différentes et que les juifs français devraient prendre position contre Israël, c'est ne pas connaître la réalité du lien qui peut exister dans l'identité des Juifs français aujourd'hui. C'est plus compliqué. Certes, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nier. C'est plus compliqué parce qu'évidemment, quand il y a des paroles et des discours qui sont prononcés contre Israël, quelles que soient les horreurs et les atrocités commises par Israël, les Juifs français se sentent visés. Et si on n'arrive pas à le comprendre et on considère que Juif c'est une religion, Israël c'est autre chose, eh ben on n'a rien compris. Et on crispe encore plus. Voilà, pour résumer cette histoire un peu longue, mais on ne peut pas, tout est lié en fait. Les mots et les histoires sont imbriqués les unes avec les autres. Et donc si on n'arrive pas à comprendre cet enchevêtrement, et si on n'arrive pas à redéployer les mots dans toute leur réalité historique, eh ben on fait n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe depuis le 7 octobre.
Alors, du coup, je trouve effectivement c'est intéressant cet aspect. Oui, il y aura un temps après d'échange. On construit un déroulé pour éviter un exposé d'une heure et demie. Mais du coup, je trouve intéressant ce détour finalement par le vécu personnel et par l'histoire et le va-et-vient entre les deux, parce que on sent bien qu'on a besoin de comprendre. Et moi, j'aurais envie de dire derrière, la question c'est, on voit bien qu'il y a des débats qui traversent notre camp social. La gauche dans son ensemble. Alors il y a un sujet qui fait pas débat, c'est la question du cessez-le-feu. Et encore heureux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui meurent. C'est quand même un débat. Hein. Voilà. Alors oui, c'est quand même un débat. Il y a beaucoup de discours, y compris dans les institutions. Là, vous avez il n'y a pas très longtemps, vous avez eu aujourd'hui même une fracture entre le CRIF et le président de la République, puisque la position du président de la République a beaucoup évolué. Elle est un peu plus gaulliste aujourd'hui. Il était temps, devrais-je dire. Mais oui, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que pour beaucoup de juifs français, un cessez-le-feu sur la libération des otages, par exemple, et la disparition du Hamas et du Hezbollah, maintenant ils ont rajouté le Hezbollah, qui est la ligne israélienne aujourd'hui. C'est impossible parce que c'est une question de survie pour les juifs. Et je crois qu'on n'a pas compris aussi que dans l'esprit de l'identité juive, il y a cette idée de l'oppression millénaire et de l'idée de la survie permanente. Je ne dis pas que c'est bien, hein, loin s'en faut. Je dis que c'est une réalité qu'il faut regarder en face pour comprendre la psychologie collective. Et du coup, là-dedans, oui, effectivement, quand je disais ça fait pas débat, ça fait malheureusement trop débat dans la société, dans le mauvais sens, mais je dirais que dans les progressistes, grosso modo, tout le monde peu ou prou appelle au cessez-le-feu. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'on a du mal sur deux questions qui peuvent être liées du coup, et sur lesquelles ton éclairage particulier peut être intéressant. À la fois sur finalement le qualificatif de la situation et de l'affrontement et des acteurs de l'affrontement actuel, et à la fois, je dirais, aussi sur la perspective de paix. Parce que on sent bien finalement qu'on a des positions extrêmes qui se nourrissent, avec d'un côté Netanyahou et les radicaux de ce côté-là, le Hamas évidemment avec les positions qu'il a aussi, même si évidemment les deux situations ne sont pas forcément similaires, mais du coup on sent bien qu'on a du mal à tracer un chemin de paix aussi, même s'il y a des figures comme Marwan Barghouti qui peuvent émerger. On en avait parlé sur la chaîne YouTube. On vous invite y compris à aller regarder ce petit épisode si vous l'avez pas déjà vu, parce que c'est une figure qui gagne à être popularisée. Mais du coup, on sent bien qu'on a quand même du mal dans notre camp à aller au-delà de la question du cessez-le-feu et à tracer des perspectives qui soient unifiantes et qui permettent, je dirais, de rassembler d'une bonne manière, je dirais. Et ça, du coup, avoir ton regard là-dessus... Et je vais revenir sur une expérience personnelle que j'avais un petit peu ébauchée pour aller sur le mouvement de solidarité avec la Palestine. On fait tous partie, plus ou moins. Et dont je fais partie. Et je suis fier de faire partie du mouvement de solidarité avec la Palestine. Et je le serai toujours. Jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leur État. Ou un État commun, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire d'ailleurs, parce que je suis profondément décolonial. Et mon idéologie décoloniale m'impose de ne pas projeter un regard sur ce que les Palestiniens, mais également les Israéliens, je ne parle pas de l'État, hein. Pour moi c'est autre chose l'État. Je parle des peuples. C'est deux choses différentes. Même si évidemment le peuple israélien, aujourd'hui, soutient, objectivement, hein, pas tous, mais soutient l'entreprise guerrière et mortifère de l'État d'Israël. Mais revenons au peuple. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu une histoire, puisque je la rappelle tout à l'heure. Je me suis engagé j'ai été dans l'engagement décolonial depuis 2014. J'ai rencontré plein de gens, des gens magnifiques, et avec des idéologies magnifiques, avec des idées magnifiques, avec des envies magnifiques. Et je me suis totalement imprégné de ce combat. Et c'est vrai que le 7 octobre, quand j'ai commencé à voir de la part d'amis ou de compagnons des mots me concernant, parce que j'avais eu ce positionnement disant on ne peut pas ne pas se poser 2 secondes et mettre immédiatement en équivalence ce qui s'est passé pendant 75 ans, même si ce qui s'est passé pendant 75 ans est évidemment une explication
à ce qui va se passer le 7 octobre. Hein. Il y a évidemment une continuité, mais on ne peut pas mettre en équivalence immédiatement le 7 octobre alors que le sang est encore chaud, les 75 ans d'occupation avec le meurtre de civils, parce que il y a le risque d'euphémiser ce qui vient de se passer alors que c'est une horreur absolue. Et que c'est la logique des fins et des moyens. Et que je ne partage pas, et que je n'ai jamais partagé la logique des fins et des moyens. Et que pour moi, l'engagement décolonial exclut le fait de viser spécifiquement et délibérément des civils. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une résistance. C'est le droit international qui prévoit cette résistance. Armée. Mais pas en visant délibérément des civils. C'est interdit par le droit international. De la même manière. Et donc, oui, j'ai eu ce positionnement-là, le 7 octobre, et des amis et des compagnons ont commencé à dire que j'étais finalement un sioniste de gauche. Et pourtant, je n'avais pas démérité dans mes engagements antérieurs. J'avais subi l'exclusion de ma propre communauté, pour tout dire. Et là, je subissais des phrases. Finalement, c'est la preuve par la Palestine. Il n'est pas clair avec ses engagements. Peut-être parce qu'il est juif. Et donc, voilà, ça, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience des discours et des idéologies au sein de mon propre camp. Et j'ai compris aujourd'hui, et on l'a vu par la suite, que le mouvement de solidarité pour la Palestine, il voit aujourd'hui deux approches totalement différentes. Il y a ce mouvement de solidarité pour la Palestine qui parle de résistance pour le 7 octobre, qui ne reconnaît pas que c'est une atrocité, voire un crime de guerre ou un crime contre l'humanité éventuel, et qui considère que c'est normal. Et pour moi, je ne peux pas m'inscrire, évidemment, et je rejette, et je suis horrifié par ce positionnement. Et qui emporte une partie de notre jeunesse, et qui emporte une partie des gauches. Et donc, il y a une vraie question sur une clarification nécessaire du mouvement de solidarité avec la Palestine, sur cette vision, sur cette façon de voir, c'est-à-dire la violence contre les civils. Et je crois que c'est vraiment une ligne de fracture absolue. Et il faut se la poser, cette question. Donc, voilà pour résumer aujourd'hui où on en est. On a, oui, un clivage important au sein des gauches sur ce regard-là. Merci. Je pense que l'un des aspects importants, c'est vraiment cette distinction entre les peuples et les États, pour y compris tracer avec les peuples un chemin de paix. Pour terminer cette première partie, puisqu'après il y a un échange avec vous, bien évidemment, je voudrais t'interroger sur on va dire sous la casquette plus avocat, parce qu'on voit que, alors ça, là aussi, ça date d'un peu avant le 7 octobre, évidemment, mais depuis le 7 octobre particulièrement, en fait, on voit qu'on a une instrumentalisation par le pouvoir d'État en France, j'entends, de cette question du débat par rapport au drame en Palestine, pour aller toujours plus avant vers la criminalisation d'un certain nombre de mouvements sociaux, vers des restrictions de liberté qui n'affecteront pas que la mobilisation en soutien avec le peuple palestinien et pour la paix. Comment toi, en tant qu'avocat et militant des droits de l'homme, tu analyses ça et tu perçois ça, et est-ce que tu peux nous donner un peu les éléments, parce que c'est vrai que pris dans la lessiveuse de l'actualité, évidemment, même quand on est militant, on voit passer les choses, mais pas toujours tout, et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ton regard là-dessus. En fait, il y a deux choses qu'il faut regarder en même temps et en miroir. Il y a d'abord l'antisémitisme qui a explosé. Et je pense qu'il ne faut pas le nier. La CNCDH, qui n'est pas un organisme de droite particulièrement, loin s'en faut, qui est un organisme d'État, a chiffré une augmentation par 3 des actes antisémites depuis le 7 octobre. Et qui viennent, et qui sont liés avec la situation israélo-palestinienne. Donc ça, les Juifs de France sont visés par des discours, par des actes. Il y a eu une synagogue qui a été visée il n'y a pas très longtemps, avec une tentative d'attentat. Et donc, évidemment, il faut lutter plus que jamais contre l'antisémitisme, de manière indivisible, avec tous les racismes et avec l'islamophobie. Pour une petite référence. Et après, je parlerai de l'utilisation de l'antisémitisme, parce qu'il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme, et il y a également
une instrumentalisation de la situation, du nécessaire soutien au peuple palestinien et de certains discours pour criminaliser effectivement le soutien au peuple palestinien. Je parlais des deux. Mais d'abord revenir sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas uniquement une infraction pénale. J'entends beaucoup dire oui, mais si on avait été antisémite, on aurait été poursuivi depuis très longtemps. D'abord, on n'est pas forcément antisémite, mais on peut avoir des discours antisémites. On peut avoir des propos antisémites. Et les propos antisémites, ils ne sont pas toujours poursuivables. En France, il y a des infractions pénales dans le droit de la presse ou dans le code pénal, et on ne peut poursuivre que si, par exemple, il y a une provocation à la haine raciale, et c'est très réglementé. On peut poursuivre s'il y a une diffamation à caractère racial ou à caractère antisémite. Et c'est très réglementé. D'ailleurs, c'est très protecteur de la liberté d'expression. Donc dire que s'il n'y a pas de poursuite pénale et s'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'antisémitisme, c'est une erreur. C'est faux. Et j'en fais du matin au soir du droit de la presse. Notamment pour la Ligue des droits de l'homme, mais pour beaucoup de personnes que je défends depuis très longtemps. Il y a ce qu'on appelle des stéréotypes antisémites. Par exemple, avoir recours en permanence à l'image du complot israélien, fomenté par tous les juifs du monde, qui soutiennent forcément ipso facto Israël, ce qui est faux d'ailleurs, et notamment dans les médias, ou qui détiennent des médias, ou qui organisent. Enfin, ça, c'est l'image de base de l'antisémitisme. C'est le complot de sa gestion, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est un faux créé par la tsarie blanche russe et qui a essaimé dans toute l'Europe et qui a justement été à l'origine de l'antisémitisme au sens politique du terme. Un faux qui considérait que des sages juifs rabbiniques se réunissaient pour dominer le monde. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très proche de l'islamophobie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islamophobie est une idée du grand remplacement de Renaud Camus, de l'invasion, et que les musulmans, tous solidaires, étaient tous conscients d'une chose, c'est qu'ils envahissaient la France et l'Europe pour instaurer l'islam et le grand califat. C'est la même chose, hein. C'est l'idée de ce complot ourdi par des personnes appartenant à une religion, à une confession, à une culture. En fait, l'islamophobie, c'est extrêmement proche de l'antisémitisme. C'est même, par rapport à d'autres racismes ou à d'autres discriminations, je pense que l'islamophobie et l'antisémitisme sont les plus proches. L'antisémitisme est la matrice de tous ces racismes. Parce que ça a été le premier en Europe, en tout cas. Mais pour revenir, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'emparer plus que jamais de cet antisémitisme, y compris de notre propre camp. Et si on n'a pas conscience qu'il y a des propos et des discours, et que la façon de militer pour le peuple palestinien, en soutien au peuple palestinien, quelquefois certains discours sont empreints de stéréotypes antisémites, ou visent de manière générale l'identité juive, sans forcément ne viser que l'État israélien, ou les actes de l'État israélien. Oui, ça existe, et c'est fréquent. Et donc, il faut se réapproprier, nous, dans notre camp, et discuter, faire œuvre de pédagogie avec tout le monde dans notre camp des gauches, pour leur dire, là, tu commets une erreur, là, tu t'égares. Et qu'à partir du moment où ce regard antisémite que tu pourrais avoir, et qui n'est pas définitif, hein, parce que beaucoup considèrent que, à partir du moment où on est taxé d'antisémitisme, c'est terminé, on est fini, on est détruit, socialement. C'est pas vrai. De la même manière que le sexisme, de la même manière que le racisme, il y a du racisme à gauche. L'islamophobie à gauche. Et l'un des hommes les plus courageux que je connais, c'est son fils. Il est né dans le militantisme, ici, pas très loin, mais également il a été très proche de la France Insoumise, il est toujours très proche de la France Insoumise, et c'est son parti. Il n'aimerait pas que je parle de lui. Mais ce qu'il a fait au moment des universités d'été, à une époque, de lutter au sein de son parti contre un regard raciste et islamophobe, et de mener vers cette prise de conscience de la nécessaire lutte contre l'islamophobie en France, qui est devenue un problème dramatique et fondamental, et que les musulmans sont devenus, comme les juifs d'ailleurs, des objets dans le débat public,
que l'on se jette les uns sur les autres, et on l'a vu encore aux dernières élections présidentielles. L'antisémitisme et les juifs étaient devenus un objet politique. Ben, il a fait une grande œuvre, et il a permis de faire advenir aux consciences, s'agissant de l'islamophobie. Oui, il y a de l'islamophobie et du racisme à gauche. Oui, il y a de l'antisémitisme à gauche. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de le regarder et de le combattre sans forcément que ce soit totalement disqualifiant et définitivement disqualifiant. Ça se passe par le dialogue et la compréhension. Maintenant, sur l'instrumentalisation. Il y a aussi l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et il n'est qu'à voir les Magen David bleues qui ont été peintes, taguées sur les murs de Paris, peu après le 7 octobre. Et on s'est rendu compte que c'était finalement une manipulation russe. Ils aiment bien les manipulations. Grossières. Pour susciter et augmenter et accroître le sentiment de l'antisémitisme en France et pour cliver finalement la société française. C'est une stratégie. Et oui, il y a de l'instrumentalisation également de l'antisémitisme de quelquefois. Mais alors après, cette instrumentalisation, elle est soit consciente, soit inconsciente. Et lorsqu'on est juif et qu'on sent, lorsqu'on est étudiant dans les universités, qu'on est assiégé, on se sent assiégé. Lorsqu'on entend des discours qui nous mettent en cause, ben oui, il y a un sentiment qui peut naître et on peut considérer que la France entière est antisémite. Et que la gauche entière est antisémite. Et ça, il faut comprendre ce sentiment, et que ça n'est pas que de l'instrumentalisation. Mais il y a aussi de l'instrumentalisation de nature politique qui vise à disqualifier. Le Rassemblement National, c'est le parti archétypal de celui qui instrumentalise l'antisémitisme à des fins islamophobes. Alors, c'est génial, ça. Ils ne sont en soutien aux juifs dans les actes à caractère antisémite que lorsqu'ils considèrent ou ils soupçonnent que c'est quelqu'un qui est d'origine arabe ou musulmane qui a commis l'acte. Et donc, ils le dénoncent. Jamais quand ce sont des actes commis par des gens d'extrême droite ou des gens qui ne sont pas musulmans ou arabes. Donc évidemment, c'est un test pour déterminer que c'est un philosémitisme d'apparence, un prétexte politique. Et donc, et la manifestation du 12 novembre, faut qu'on en parle. Parce que ça a clivé, c'est un moment de clivage. Vous avez une partie de la gauche qui dit qu'il faut aller à la manifestation, et une autre partie de la gauche qui dit qu'il ne faut surtout pas y aller parce que c'est une manifestation en soutien inconditionnel à Israël. Et c'est une manifestation avec l'extrême droite, puisque l'extrême droite a décidé de venir et on ne peut pas manifester à côté de l'extrême droite. Moi j'ai dit, si vous n'y allez pas, vous perdez tout. Pourquoi? Alors évidemment, il y avait des choses justes. Yael Braun-Pivet, qui revenait de Tel Aviv, où elle avait effectivement eu des paroles terribles de soutien inconditionnel à Israël, alors que les bombardements avaient commencé à Gaza. C'est terrible. Donc oui, lorsqu'elle se sert de cette manifestation pour finalement rétropédaler ou pour se rattraper publiquement, et qu'elle l'organise avec Gérard Larcher, évidemment, c'est pas les meilleures personnes pour l'organiser. On aurait dû s'en emparer, nous, à gauche, immédiatement, tous. On ne l'a pas fait. C'est une erreur. Et donc évidemment, Marine Le Pen, qui n'attendait que ce moment pour rentrer dans l'arc républicain, au moins dans l'opinion publique, elle est venue. Sauf que la gauche n'en est pas venue. Une partie de la gauche n'est pas venue. En disant, on ne peut pas venir dans une manifestation de soutien inconditionnel à Israël. Mais je suis désolé, hein. De la même manière que moi j'ai appelé à la manifestation contre l'islamophobie 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. Et qu'on m'a attaqué. On nous a tous attaqués quand on est allé à la manifestation contre l'islamophobie. Après l'attentat contre la mosquée de Bayonne, pour ceux qui s'en souviennent. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit à ce moment-là, et c'est là qu'il a fait son grand virage, il a dit, il faut y aller. Il avait un regard différent. Donc il a fait un virage politique très important, nécessaire, à applaudir. Et malgré toutes les attaques que tout le monde s'est pris, vous manifestez avec des islamistes. Vous vous souvenez sur toutes les chaînes de télé. Moi j'ai considéré que c'était plus que nécessaire que d'y aller, et on y est allé. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une personne est attaquée en raison de son identité, il faut aller le soutenir et manifester. Que ce soit contre l'islamophobie ou que contre l'antisémitisme.
quelles que soient les personnes qui sont dans le cortège, et quelles que soient les intentions de certains. Et quand on n'y va pas, on rompt le pacte antiraciste, le pacte de l'indivisibilité des luttes contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'islamophobie, contre tous les racismes. Ce ne sont pas des choses et des histoires similaires, tous ces racismes. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même nature. En revanche, la lutte doit rester indivisible. Et on ne peut pas se permettre de ne pas aller dans une manifestation contre l'antisémitisme. Donc voilà, ça a été un clivage véritable. Et évidemment, le gouvernement s'en est servi. Et le gouvernement on a une circulaire du 10 octobre. 10 octobre 2023, de Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui va donner ordre à tous les parquets de poursuivre tous les discours pouvant être qualifiés d'apologie de terrorisme. Et là, depuis, c'est une ribambelle. J'ai défendu personnellement, et j'ai accepté de le défendre, malgré ma prise de position. Et je pense que c'est pas malgré, d'ailleurs. Il y a une cohérence totale. J'ai défendu en tant qu'avocat le secrétaire départemental de l'UDCGT 59, la CGT du Nord, grosse fédération, une des plus grosses en France, qui a été perquisitionnée au matin, et la secrétaire également de l'UDCGT, avec des hommes cagoulés qui sont arrivés, qui ont fracassé les portes, qui les ont menottés devant leurs gamins, en armes, ils sont arrivés à plusieurs, pour un communiqué collectif de l'UDCGT, le 10 octobre, le même jour que la circulaire, que le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, je connais bien parce que je l'ai vu à plusieurs endroits, a considéré comme étant une apologie du terrorisme parce que il y avait une phrase qui était un peu mal rédigée. C'est vrai qu'elle était maladroite. Mais il n'y avait aucun soutien. Ils ont été poursuivis. Pour l'instant, ils sont condamnés. Enfin, lui est condamné pour apologie du terrorisme. Mais avec un jugement complètement fou. On attend l'appel. Et évidemment, il faut défendre tous les soutiens au peuple palestinien, en rappelant qu'il faut faire aussi attention dans la façon dont on exprime et dont on articule les mots, parce que les mots sont importants et peuvent provoquer et créer de l'antisémitisme ou de l'islamophobie. Donc, et oui, évidemment, on se sert aussi, le gouvernement se sert aussi de cela pour criminaliser le mouvement de solidarité au peuple palestinien. Et ça, il faut le combattre. Mais on ne pourra le combattre, pour finir. On ne pourra pas combattre l'arrivée de l'extrême droite, un État qui décide de criminaliser la contestation et la solidarité. On ne pourra pas le faire si nous sommes divisés, s'il y a tous ces clivages. Il faut les identifier, ces clivages. Il faut comprendre les mots. Il faut pouvoir dialoguer. Il faut faire œuvre de pédagogie. Il faut lutter contre l'antisémitisme comme contre l'islamophobie. Et tant que ces clivages existent, on sera écrasé façon puzzle. Et avec ce qui arrive dans 8 mois, en cas d'éventuelle dissolution, ou dans 2 ans et demi, aux prochaines présidentielles, on risque d'arriver à ce point divisé, le camp des gauches, le camp de la solidarité, qu'on va se faire écraser pendant très 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 longtemps par l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit absolument se parler et ne pas avoir peur des mots. Beaucoup de gens ont peur des mots. Beaucoup de gens ont peur de se confronter. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent plus me parler parce que j'ai une position que j'ai tenue ce soir. Vous me direz si les positions, et je vais vous donner la parole, vous me direz si les positions que j'ai tenues ce soir sont à ce point insupportables et inaudibles. Donc je vous donne le micro.